Cette vidéo vous est présentée par la boutique l'îleaujeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Bonjour chers amis joueurs, ici LP, bienvenue à ce nouvel épisode de Kickstarter 100 où je te présente mon coup de cœur, je pense que c'était du mois d'août, fait que spoiler alert, j'ai aimé ça. Bestiary of Sigillum, qui est un jeu d'escarmouche, de skirmish, de 2 joueurs. Il y a un mode solo, il y a un mode pour jouer à 4 également, mais je le préfère vraiment à 2 joueurs, je reviendrai sur le détail du pourquoi. Fait que c'est un jeu où tu vas choisir, tu vas te faire une petite armée de 3 soldats, de 3 ennemis, de 3 héros, dis-je. Ton adversaire va faire la même chose, tu peux drafter de différentes façons. Quand c'est fait, on choisit un premier joueur, on part, puis le premier qui réussit à détruire la base de son adversaire remporte la partie. Fait qu'assez classique dans sa façon d'établir les principes du jeu. Maintenant, est-il bon? Oui. Je t'explique comment on installe le jeu, comment on y joue. Je reviens à la fin te dire plus en détail qu'est-ce que j'en ai pensé. D'abord, au niveau de la mise en place, comme c'est un jeu de skirmish, les joueurs vont avoir à se composer leur armée. Il y a tous ces personnages-là qui sont disponibles dans une partie. Il y a différents types de personnages. Il y a les personnages de type tank un peu qui vont être en rouge. Il y a les personnages plus de type dextre, donc agile, rapide, mais pas nécessairement endurant qui sont en vert. Puis il y a les personnages plus de type machine, controller, effets secondaires qui vont être de type bleu. Fait que les deux joueurs vont se choisir leur équipe. Quand c'est une équipe de 3 ennemis, 3 héros, dis-je, de chaque côté. Ils vont aller se placer ça de chaque côté de la table. Et dans la ligne d'instruction, si on n'est pas habitué, on nous propose différentes combinaisons de 3 héros qu'on peut prendre en début de partie. Quand on a choisi nos héros, on va aller dans ce petit plateau-là et on va aller chercher les jetons de nos héros. Tous les jetons rentrent là-dedans. Chaque héros va être associé à un numéro. On va par exemple ici, Elizabra, elle est numéro 18. Donc je vais aller chercher tous les numéros 18. J'ai ce jeton-là qui va être son jeton de personnage. Je vais pouvoir me prendre une base de ma couleur, mettre le jeton à l'intérieur. Ça devient un peu ma petite figurine pour ce personnage-là. Et ensuite, chaque héros va avoir une série de jetons spécifiques qui représentent ses habiletés. On va tout simplement aller placer les jetons sur les dites habiletés. On va mettre sur chaque héros le nombre de points de vie qu'ils ont sur eux. Fait qu'ici, on voit qu'elle a 2 points de vie, j'ai 2 points de vie. On voit que c'est déjà fait pour mes autres personnages. Fait que tous les joueurs vont compléter ça pour chacun de leurs personnages pour poursuivre la mise en place. Quand cette petite mise en place-là est faite pour tous les joueurs des deux côtés, on voit que mon adversaire a fait la même chose. On va déterminer qui est premier joueur. Dépendamment du draft, on peut l'avoir décidé avant la partie pour que le premier joueur soit également le premier à drafter ses personnages. Le premier joueur va commencer avec 2 points de vie de moins sur cette petite échelle-là. Ça représente la force de notre tour. L'objectif étant de détruire la tour de notre adversaire. Donc moi, je vais commencer au complet. Le premier joueur va commencer avec 2 de moins. On va avoir une série de jetons qu'on va garder pas loin du plateau de jeu. C'est les seuls jetons dont on va se servir dans la partie. Et ensuite, chaque joueur va prendre son pion qui est le plus à gauche. On peut pas prendre celui qu'on veut. Fait que c'est vraiment quand on va les avoir placés en début de partie, on les choisit dans quel ordre on les place. Et chaque joueur va prendre le pion le plus à gauche qui va les placer sur son château. Donc le château qui est de son côté. Quand ça c'est fait, on est prêt à commencer à jouer. Donc, quel est l'objectif du jeu à Bestiary of Sigillum? Je l'ai déjà précisé, c'est de détruire la tour de son adversaire. Dès que c'est fait, la partie arrête et celui qui a réussi à détruire la tour de l'adversaire va l'emporter. Il y a 2 façons principalement de faire des dégâts. La première, c'est de contrôler les différentes catapultes qui sont juste ici, qui vont pouvoir infliger des dégâts à la tour. Fait qu'il y en a 2 sur le plateau de base. La deuxième façon, c'est d'éliminer les héros adverses. À chaque fois qu'on élimine un, il va revenir immédiatement, mais on va infliger 1 point de dégâts à la tour de l'autre. Le premier qui détruit la tour remporte la partie. Donc maintenant, un tour de jeu, comment ça fonctionne? Les tours de jeu fonctionnent en 3 étapes. Première étape, on va toujours commencer avec la time phase, qui est la même pour les 2 joueurs. La time phase, on la gère sur ce plateau-là. Ce que ça fait la time phase, c'est dans le fond, au début d'un tour de jeu, on va tout simplement avancer ce compteur-là. Ça n'a pas d'importance quelle flèche pointe où. Puis ça n'a pas d'importance comment on l'a placé en début de partie. Si on a un jeton qui se retrouve vis-à-vis à la flèche, on va récupérer ce jeton-là. Ça détermine qu'il y a une habileté qui s'est réactivée. Par exemple, si j'ai ce jeton-là qui est juste ici, ça veut dire que je l'ai utilisé précédemment, puis présentement, il est dans sa phase de cooldown, donc de réinitialisation. On joue notre tour de jeu. Au tour de jeu suivant, ça avance. Comme ça pointe maintenant vers mon jeton, je peux le prendre, le tourner
et le récupérer. Et on comprendra qu'au fur et à mesure que la partie va avancer, ben, il va y avoir des jetons un peu partout de tous les joueurs à l'intérieur. On voit que les jetons sont numérotés, sont également à la couleur du type de joueur qu'on est. Fait que je sais que les jetons bleus, c'est à elle. Les jetons rouges sont un des bonhommes rouges. Il y en a plusieurs, mais on les repère rapidement avec leur nom et numéro décrit dessus. Donc, au tour suivant, Saxum va récupérer ce jeton-là. Au tour suivant, les deux personnages vont récupérer leurs 10 jetons comme ça ici. Au tour suivant, ben là, je vais récupérer mon autre jeton. Et ça continue comme ça. Dans la phase Time Phase, on va également enlever tous les jetons que nous, on a placés au dernier tour de jeu. Quand je parle de tous ces jetons-là, les jetons que je place, je parle de ces jetons-là. Au fur et à mesure qu'on joue et qu'on avance, on va potentiellement se placer des jetons positifs sur nous, qui vont être verts, ou on va avoir placé des jetons négatifs sur nos adversaires. Quand notre tour de jeu à nous commence, donc quand c'est à moi de jouer, je vais enlever tous les jetons positifs que moi j'ai et je vais enlever tous les jetons négatifs que mon adversaire a. On n'enlève pas les jetons que son adversaire a placés en son dernier tour, on enlève que ses propres jetons que nous, on a placés. Donc les jetons négatifs que j'ai placés sur mon adversaire, les jetons positifs que je me suis placé sur moi. La deuxième phase de jeu, une fois que j'ai enlevé mes jetons positifs et négatifs sur mon adversaire, c'est la phase d'habileté. Dans la phase d'habileté, ben on va tout simplement activer ces personnages dans l'ordre que l'on souhaite. Au début de la partie, on va avoir juste un personnage qui est sur le plateau. Donc, je vais avoir juste une option. Je dois activer ce personnage-là qui est juste ici. Chaque personnage a 3 habiletés. Il y en a une qui est son habileté principale. On voit qu'il y a 2 petits symboles en dessous. C'est les mêmes pour chacun des personnages. Puis il y a un texte avec les caractéristiques de l'habileté à droite. Et a 2 habiletés secondaires. Quand je veux activer mon personnage, je peux activer n'importe laquelle de ces 3 habiletés dans l'ordre de mon choix. Je vais tout de suite commencer par expliquer celle du haut parce qu'elle est particulière. Elle consiste soit en une manœuvre, soit en une attaque. Et comme vous l'avez vu, selon ce qu'on choisit, on va aller déplacer notre jeton juste pour se rappeler qu'on a activé cette habileté-là ce tour-ci. Commençons par la manœuvre, c'est extrêmement simple. Si je décide de faire une manœuvre, mais je déplace mon personnage d'une case dans la direction de mon choix. Il n'y a pas de limitation de terrain. Si j'avais commencé sur cette case-là, puis je fais une manœuvre, je peux aller sur l'eau, dans les montagnes, dans la forêt, ça ne change rien. Je peux aller même sur la tour elle-même si besoin est, sur les catapultes, dis-je elle-même si besoin est. Il n'y a absolument aucun problème, c'est juste qu'il y a beaucoup de personnages qui font référence aux différents types de terrain. Donc ça, c'est pour la manœuvre. Je te précise immédiatement que dès que ton château est libre, tu dois faire apparaître un de tes personnages qui en reste sur tes fiches. Donc, et c'est toujours en partant de la gauche. Fait que je n'ai pas le choix dans cette option-là. Je vais ensuite faire apparaître ce personnage-là. J'active tous mes trucs dans l'ordre de mon choix. Fait que je pourrais décider d'utiliser sa manœuvre à elle, faire la même chose, lui pour apparaître, et je peux utiliser lui aussi sa manœuvre pour l'envoyer là. On voit que je n'ai pas encore utilisé mes autres habiletés. Il n'y a absolument rien qui m'empêche de les utiliser. On peut les utiliser dans l'ordre de son choix, sans aucune restriction. La seule restriction, c'est les temps de cooldown. Je pourrais prendre par exemple cette habileté-là, juste pour montrer un peu comment ça fonctionne, parce que chaque habileté va être différente ensuite. Si je décide d'utiliser cette habileté-là, ben, on me donne une cible. On voit ici que la cible est Saxum lui-même. On me donne un effet. On me dit donc que j'augmente ma défense temporairement. Tous les jetons verts comme ça, ce sont des effets positifs et temporaires. Fait que je vais aller augmenter ma défense. Et on me dit c'est quoi le cooldown. Fait que dans combien de temps l'habileté va revenir. Si on me dit c'est dans 3 tours, sauf si Saxum est présentement sur une montagne, ce qui n'est pas le cas, ça aurait été dans 2 tours. Si Saxum avait été là au moment de faire l'habileté, ben, il y aurait eu un cooldown encore plus rapide. Et là, je ne passerai pas toutes les habiletés, mais il y a différents effets. Ici, ben, tous les ennemis qui sont adjacents, je peux les stunner, cooldown de 3. Si je regarde les autres effets de mes personnages, ben, ici, je peux viser un allié à un maximum de 2 cases de distance. On voit ici la portée s'indique à 2 cases de distance. Je vais changer de position avec cet allié-là, ça a un cooldown de 5, ainsi de suite. Fait que je vais avoir plein d'effets différents, modifier les alliés, je peux faire des charges, je peux faire différents effets selon ce que je vais appliquer. Ce que je vais retenir, ce que je vais préciser, ben, il y a beaucoup d'effets qui vont me permettre soit d'augmenter mon attaque de façon temporaire, d'augmenter ma défense, d'augmenter mon contrôle, je vais revenir dans quelques instants. Il y en a qui peuvent installer des jetons particuliers sur le plateau de jeu, c'est les jetons bleus. Les jetons orange, c'est des statuts négatifs, fait qu'on va baisser l'attaque, on va baisser la défense, on va baisser le contrôle des adversaires, etc. Fait qu'on va tenter de manipuler ces habiletés au meilleur de sa capacité. Je l'ai déjà dit, je le redis, tu peux utiliser autant d'habiletés que tu veux dans ton tour. Je pourrais dans le même tour utiliser toutes ces habiletés-là. Celle-là a un cooldown de 5, celle-là aussi, celle-là a un cooldown de 3. Mais on comprend que si j'utilise beaucoup d'habiletés, je vais être beaucoup plus limité dans les actions que je peux faire dans les prochains
tour. Projetons-nous quelques tours plus loin. Je t'ai dit que dans l'habileté de haut, on pouvait faire une manœuvre, mais on peut également l'utiliser pour faire une attaque. Disons qu'on est comme ceci. J'ai un tour qui commence, c'est à moi de jouer. Donc, dans le tour précédent, on a augmenté les habiletés qui sont ici. Disons que j'arrive comme ça ici, donc je récupère certaines habiletés, je récupère celle-là. Je suis content. Et là, c'est à moi de jouer, fait que j'ai enlevé les effets positifs que j'ai sur moi, j'ai enlevé les effets négatifs sur mon adversaire. Et là, je peux activer mes différentes affaires. Disons que j'active lui. Lui, il me dit que je peux mettre une défense sur Armus et tous les autres joueurs. Cette habilité-là a un cooldown de 4. Fait que je vais le mettre juste ici. Je vais mettre une défense supplémentaire sur chacun des joueurs. Là, j'ai pas mis le bon jeton. Fait que je vais mettre le bon jeton. Ensuite, je vais dire que Saxam va réutiliser son habilité. Stone Skin, fait que cooldown, donc il est sur une montagne, un cooldown de 2. Je vais le mettre comme ça ici. Je remonte ma défense comme ça. Et ensuite, au lieu de faire une manœuvre, je vais utiliser son attaque. Toutes les premières habiletés, ça peut être soit un déplacement, soit une attaque de base qui va être spécifique au personnage. Lui, ça me dit, j'attaque tous les ennemis qui sont adjacents. Fait qu'il attaquerait ces deux ennemis-là dans cet exemple. Et il va attaquer de 0 plus 1 par des points de défense qu'il a sur lui. Présentement, il a 2 points de défense sur lui. On voit que c'est ça, ça va être ça la mécanique de Saxum. Comme il attaque de 2, je vais aller vérifier la défense de mes deux adversaires. Présentement, mes deux adversaires ont 0 de défense. Ils auraient potentiellement pu s'activer des habiletés à leur tour pour l'augmenter, mais ça n'a pas été fait. Fait qu'on va aller leur faire des dégâts. Quand on leur fait des dégâts, c'est très simple. On va prendre des jetons de points de vie qu'ils ont sur eux, puis on va tout simplement les tourner. Fait que j'ai fait 2 à Architectus. Comme ça ici, j'ai fait 2 à Catapultus. Et les attaques, c'est pas plus compliqué que ça. Sur ma fiche personnelle, je vais déplacer mon petit jeton sur le symbole d'attaque qui est à droite plutôt qu'à gauche pour indiquer que j'ai fait mon attaque. Fait que ça indique que cette habileté-là, je ne peux pas la réutiliser. Au début du tour suivant, je vais la réinitialiser. Tout simplement, elle, on peut l'utiliser à tous les tours. Fait que soit on bouge, soit on fait l'attaque, son attaque spéciale à tous les tours de jeu. Que se serait-il passé si j'avais éliminé un adversaire? Disons qu'on est dans cette situation à la place et je leur fais 2 points de dégâts, la même chose chaque. C'est leur dernier point de vie chaque. Fait qu'on va les ramener comme ça ici. Et comme c'est leur dernier point de vie, ils sont éliminés. Quand ils sont éliminés, on les ramène sur leur fiche. Et pour chaque personnage qu'on a éliminé, on va faire perdre 1 point de vie à la tour de l'adversaire, tout simplement. Quand un personnage se retrouve sur la fiche, il revient immédiatement avec tous ses points de vie. Fait que la seule conséquence qu'on a, c'est qu'on a perdu 1 point à notre tour, 1 point de structure à la tour. Et je réitère la règle dont j'ai déjà parlé. Dès qu'on a des personnages sur cette fiche-là, si notre château est libre, on va prendre le premier personnage à gauche et on va le ramener. À son tour de jeu, quand il va déplacer ce personnage-là, l'autre personnage Catapultus va immédiatement rentrer en jeu. Et quand je décide d'arrêter de jouer mon tour de jeu, j'ai activé mes affaires, je ne veux pas activer mes autres habiletés, je suis satisfait comme ça. Saxam, il a présentement une très bonne défense, si je me fais attaquer, ça devrait bien se passer. Mais là, mon tour de jeu se termine, on va faire la phase de contrôle. La phase de contrôle, on va aller vérifier si je contrôle, à la fin de mon tour de jeu à moi, si je contrôle les tours. Les catapultes, dis-je. Les catapultes sont ici. Pour les contrôler, on a 5 cases qui comptent, donc la catapulte elle-même et les 4 cases adjacentes, même chose de l'autre côté. Pour chaque catapulte que je contrôle à la fin de mon tour de jeu, j'inflige 1 point de dégâts à la tour de mon adversaire. Dans ce cas-ci, j'en contrôle juste une, parce que tous les personnages partent avec 1 point de contrôle. Donc j'ai un point de contrôle ici. Si ça avait été comme ça, je n'aurais pas contrôlé aucune, j'aurais juste pas fait de dégâts. Si ça avait été comme ça, ça ne change rien. On vérifie juste celle que moi je contrôle. L'adversaire ne m'infligera pas de dégâts pendant mon tour de jeu à moi. Par contre, quand lui va jouer, normalement on serait comme ça, quand lui va jouer, il pourrait déplacer lui là, peut-être qu'il y a une habileté pour faire avancer lui de 2, ça lui donne le contrôle sur cette catapulte-là, fait qu'il pourrait m'infliger 2 points de dégâts à la fin de son tour de jeu. Fait que chaque catapulte qu'on contrôle, sa case et les cases adjacentes, on va infliger 1 point de dégâts à son adversaire. C'est d'ailleurs à ça que ça va servir si on réussit à augmenter le contrôle de ces personnages de façon temporaire. Dans cette situation-ci, même si on est 1-1, comme celui-là, il y a plus 1 présentement de contrôle, à la fin du tour de jeu du joueur orange, il contrôlerait cette catapulte-là, m'infligeant 1 point de dégâts. Et pour le tour de jeu, c'est déjà tout. Fait qu'une fois que moi j'ai joué, on passe à l'adversaire. La seule chose que l'adversaire ne fait pas, c'est de tourner cette planche-là. Il y a juste le premier joueur qui va la tourner au début d'un tour de jeu. Mais il va faire tout le reste. Fait que s'il m'avait infligé des statuts négatifs, il va les enlever au début de son tour de jeu à lui. S'il s'était mis des effets
positifs, ben, il va les enlever au début de son tour de jeu. À lui, quand il a fait ça, ben, il va activer ses personnages. Même principe, il peut faire des manœuvres pour déplacer des personnages. Il peut utiliser plutôt l'attaque spéciale de chacun des personnages. Lui aussi, il a des habiletés qu'il va pouvoir dépenser puis aller placer sur ce petit plateau-là. On voit que de la façon qui est faite, on peut l'utiliser. Il y a 2 côtés pour chaque chiffre. Fait qu'on se pilera jamais sur les pieds au niveau des habiletés. Il va activer ça. Il va activer ses différents personnages, ses habiletés spéciales, toujours en plaçant ses différents jetons. Et quand il va avoir terminé son tour de jeu, il va vérifier le contrôle des tours. Dans ce cas-ci, il ne contrôlerait pas cette tour-là, fait que pas de dégâts de ce côté-ci, mais il contrôlerait cette tour-là, donc il m'inflige 1 point de dégâts. Les règles sont exactement les mêmes pour moi, fait que c'est réussi à infliger par exemple 2 points de dégâts à elle qui est juste ici, mais elle va immédiatement ramener, défausser tous ses jetons s'il en reste, revenir sur le plateau, je vais perdre 1 point de vie à ma tour. Comme mon château est libre, elle va réapparaître immédiatement, je vais revenir plein de points de vie. Et on continue comme ça jusqu'à temps que l'une des tours se ramasse à 0 de points de vie. Au moment auquel la partie se termine et celui qui a réussi à détruire cette tour-là gagne la partie. Alors voilà, c'était Bestiary of Sigillum. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Ben, d'abord, discutons des composantes. Les composantes, c'est selon moi une des grandes forces du jeu parce que tu as un énorme plateau comme ça. Ben, un énorme plateau, tu as un grand plateau comme ça. Je vais mettre ça pour pas que ça tombe tout. Dans lequel tu as 36 personnages. Fait que, comme ils ont décidé d'y aller avec un système où tu fais juste mettre ton espèce de disque de personnage dans une espèce de base plastique comme ça, tu as 3 bases, 4 pour différents modes de jeu, mais tu as 3 bases plastiques comme ça qui représentent les personnages, c'est numéroté, c'est clair avec des noms, tu as un code de couleur pour identifier les gens, tu as beaucoup de rejouabilité, des jeux de skirmish à 36 personnages comme ça qui ont des habiletés complètement différentes les unes des autres. Les uns et les autres, dis-je, c'est assez impressionnant. Rajoute à ça que tous les tokens du jeu, puis il y en a quand même pas mal, mais tous les tokens du jeu, tu fais juste prendre cette petite boîte-là, tu l'ouvres et tout est classé à l'intérieur. Fait que le jeu prend, écoute, 3 minutes à placer. Après, on fait le draft pour partir la partie. Fait que plus tu joues avec un joueur qui est habitué, plus c'est agréable parce que là, on va connaître les forces, les faiblesses. Et des héros, comme je l'ai dit, t'en as vraiment 36. Là, c'est un excellent nombre. Ils ont chacun une espèce de petite histoire personnelle. Ils ont chacun leurs forces, des faiblesses. Il y a des combos extraordinaires que tu peux créer en choisissant les héros là-dedans. Au niveau des composantes, c'est vraiment très très cool. Au niveau des règles, puis tu sais, j'aime beaucoup, mine de rien, ce petit plateau-là, je le trouve très bien fait, très bien pensé. On a chacun notre ligne de tour, on a nos chiffres d'un à 6 de notre côté, ça fait juste tourner pour voir le cooldown, fait que c'est très visuel, c'est efficace, et je rajouterai que tant qu'à être dans les composantes, tu as aussi, je n'ai pas parlé dans les règles, mais tu as beaucoup de plateaux différents où tu peux jouer. Tu en as 8 plateaux, 4 recto verso, donc 8 plateaux qui vont avoir chacune des règles particulières, avec des cases particulières sur lesquelles tu vas essayer de gagner le contrôle, etc. Vraiment très cool. Au niveau des règles, encore une fois, sa simplicité est un grand charme pour moi. Tu l'as vu, la vidéo n'est pas très longue. À ton tour de jeu, tu actives tous tes personnages dans l'ordre que tu veux. Tu appliques autant des habiletés qu'ils ont en leur possession que tu veux. Fait que s'ils ont tous 3 skills particuliers qu'ils peuvent utiliser, 2 qui ont un cooldown, donc qui vont prendre un certain temps à revenir, 1 que tu peux utiliser à tous les tours. Fait que soit tu te déplaces, soit tu utilises ton pouvoir de base à tous les tours de jeu, puis tu as 2 pouvoirs qui reviennent, que tu vas utiliser, puis ton but, c'est d'essayer de faire une bonne combinaison entre tes 3 héros pour que tu utilises leur pouvoir à un maximum de capacité le plus souvent possible pour éliminer la tour de ton adversaire. Fait que les parties sont rapides, le jeu s'explique extrêmement rapidement, il se maîtrise extrêmement rapidement, et à moins que tu joues avec quelqu'un qui n'est pas fan de skirmish, il ne te sera pas rare, après la première partie, de faire on en joue une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième. En une soirée, tu peux jouer facilement 3-4 parties. C'est vraiment un très très beau, j'oserais dire un petit bijou. Il y a un système de campagne solo. Le jeu solo de ce jeu-là, c'est un type de solo, comment dire, qui est un puzzle. Fait qu'on va te dire, tu as tel personnage, tu contrôles tel personnage, les ennemis sont placés de telle façon sur tel plateau. Ils ont tant de points de vie, tu as 2 tours de jeu, 3 actions, etc. pour éliminer tel adversaire, pour prendre contrôle de telle case, etc. Fait que tu essaies d'optimiser. Fait que c'est vraiment une espèce de petit puzzle. Fait que tu vas avoir vraiment une petite mise en place comme ça. On t'a dit ça se place comme ça. T'as tel héros, ça se place comme ça. Et voici ce que tu essaies de faire en temps de temps. Ça se joue à 4, fait que tu peux faire un petit système pour jouer à 4. Tu as des plateaux qui ont différents châteaux, tu as des plateaux également
Attends un peu que je t'en trouve un. Tu as des plateaux qui vont avoir sur le côté de l'autre. Tu as des plateaux qui vont avoir 4 châteaux, 4 tours. Pour pouvoir faire le contrôle, tu dois t'associer à l'une des tours, un des châteaux, pour savoir lequel prend des dégâts quand c'est toi qui se fait attaquer. Fait qu'il y a une belle rejouabilité, mais vraiment à 2 joueurs plus particulièrement. Le nombre d'effets négatifs que tu peux faire, le nombre de combos qui existent entre les personnages. Pour la taille que tu as, tu vois c'est quelle taille cette boîte-là. Fermée, c'est plus petit qu'une boîte de type les aventuriers du rail. C'est vraiment une toute petite boîte. Pour la quantité de héros que tu as dedans, le nombre de personnages que tu as, puis la rejouabilité en termes de combat puis d'escarmouche que tu vas faire, c'est vraiment, vraiment un très beau bijou. Si tu aimes les jeux d'escarmouche et tu en recherches un qui brille par sa simplicité, je te le suggère fortement. C'est vraiment, ça a été un coup de circuit pour moi. C'est après Legendary Matrix, ça a été probablement mon plus gros coup de cœur des jeux que j'ai ramenés de Gen Con. Donc, je voulais te le présenter. Il est malheureusement disponible à ma connaissance juste en anglais. C'est un jeu qui date quand même de plusieurs années, mais cette année, ils ont ressorti une version Collector Edition avec tous les modes, le solo, à 2, à 4, avec plein de maps différentes, puis plein de jetons différents que tu vas utiliser dans certains maps, dans certains modules. Mais, donc, si tu cherches un jeu particulier dans sa simplicité en termes d'escarmouche, d'après moi, tu vas trouver quelque chose là-dedans. Sur ce, je vais te souhaiter une excellente fin de journée. Si ce n'est pas encore fait, viens t'abonner à notre chaîne YouTube, nous visiter sur X, Facebook, Instagram. Je vais finir par m'habituer à dire comme il faut. Et viens nous supporter sur Patreon si tu souhaites que l'on continue à te fournir du matériel que l'on espère être d'excellente qualité. Sur ce, ciao, à la prochaine. Fais attention à toi.